Pour 2026, j'ai enfin trouvé une résolution que je vais réussir à tenir. J'ai décidé d'arrêter de dépenser mon fric dans des services cloud pour la plupart américains. J'ai fait le calcul et je suis à un petit peu plus de 300 € par an. J'ai 99 € qui partent chez GoPro dans un abonnement premium pour sauvegarder tous les rushs que je fais en vidéo. J'ai ma fille qui est team iPhone qui utilise du iCloud et le reste de la famille, on est sur du Google Photos. Et là, Google Photos, bon, ça fait partie de tout l'ensemble, hein. Google Drive, Gmail, etc. Ils me mettent depuis quelques semaines un petit warning pour dire « Hey, il va falloir passer au forfait supérieur. » Non, 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 j'arrête là. J'ai assez donné. Donc, je vais repasser sur un NAS à la maison. Donc, j'ai choisi Ugreen. C'est simple, meilleur rapport qualité-performance-tarif. Je vous explique tout ça. On déballe ensemble et on configure. Enfin, déballer, c'est vite dit, hein, parce que vous savez bien comment ça va finir l'emballage. Il a beau être beau, premium, etc. Mais hop, voilà, j'ai pas pu attendre, j'ai déballé avant de faire la vidéo. Avant de le brancher, de le configurer en passant sur l'ordinateur, on va regarder un petit peu ce qu'il y a comme connectique, comme prise, etc. Ses caractéristiques. Alors ça, c'est le DXP 4080 Plus. Le petit plus, c'est parce qu'en gros, il a un meilleur processeur que la version sans le plus. Là, j'ai un processeur i5 avec 6 threads, 5 cœurs, qui envoie de la patate, hein. Moi, je vais en avoir besoin parce que je vais aussi demander au NAS d'exécuter pas mal de logiciels. Bah ouais, il faut bien remplacer tous les abonnements cloud que j'ai aujourd'hui. Plus de 300 €, j'ai calculé, hein, sur une année, je dépense plus de 300 balles dans des abonnements divers et variés. Et ce n'est pas que pour les photos. Et puis aussi, j'ai besoin aussi qu'ils sachent transcoder des vidéos en live, hein. Je vais mettre mon serveur Plex là-dessus également. Donc ça, c'est une application de streaming que j'auto-héberge. Ouais, pour les vacances de famille, certainement pas pour des vidéos hébergées légalement. Je vous entends dans ma petite tête, hein. Enfin, à l'avant, 2 ports USB, un type A, un type C et surtout un port pour une carte SD. Moi, ça va être vachement utile. Je finis de faire une vidéo, je mets ma carte SD directement dessus pour sauvegarder sans être contraint du réseau ou de je ne sais quoi. Là, je ferai une copie directe du port vers l'intérieur du NAS sans passer par du réseau parce que chez moi, j'ai pas une prise RJ45 10 gigabits partout dans ma maison. Bon, et puis 10 gigabits, je dis 10 gigabits parce qu'à l'arrière, il y a du RJ45, donc 2,5 gigas et 10 gigabits. Moi, je suis chez moi en 2,5 via mon Wi-Fi mesh. C'est du 2 giga 5, ça tombe bien. Je vais brancher ça en 2 giga 5 juste ici. Il me reste l'alimentation à brancher. Petit regret, l'alimentation, j'aurais aimé qu'elle soit incluse directement dans le NAS. Ça fait encore un boîtier qui va sûrement se balader au sol. Au niveau des disques, j'ai un petit peu triché, ils sont déjà insérés. Je vais quand même vous faire voir. Donc là, j'ai un bouton qui me permet d'écarter un petit peu le rail sur le côté et le disque, on l'insère simplement dans le rack comme ça. Donc le disque, il a des petits trous ici pour maintenant des vis, mais là, il y a des petits ergots. On place dessus, hop, on rabat et voilà, le disque, il est installé. Il n'y a rien à faire. Hop, on va juste ne pas se tromper de sens, comme ça. Et voilà, ça va hyper vite. En parlant des disques, là, c'est un Seagate Iron Wolf. C'est un bon rapport qualité-prix. J'avais pas l'argent pour me payer des disques SSD. Pour bien faire, il me faut 8 Tera et 8 Tera SSD. Pour que ce soit sécurisé, il m'en aurait fallu 2. Parce que oui, je peux quand même mettre dans ce NAS du SSD. Il y a une petite trappe juste en dessous avec 2 emplacements pour disques NVMe. Ils sont juste ici. Mais aujourd'hui, un disque NVMe de 8 Tera, on est aux alentours de 800 €. Donc 2, ça aurait fait 1600. On va rester sur du disque mécanique pour le moment. Mais il sera évolutif. Le jour où les disques SSD seront beaucoup moins chers, je passerai certainement au SSD. Et là, on a des emplacements pour barrette mémoire, DDR5. Là, il y a 8 Go, ça va être suffisant pour ce que j'ai à faire. Mais si dans le futur, j'ai besoin de booster un petit peu ce NAS, je pourrais étendre jusqu'à 64 Go. Pour l'instant, c'est pareil, la mémoire DDR5, c'est pas le moment d'aller en acheter. Donc, on va se contenter des 8 Go qui sont dedans. Les disques Seagate Iron Wolf, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a inclus pendant la durée de garantie un service de data recovery. Il démonte le disque en salle blanche et il vous récupère les données. Donc, en gros, il vous enlève les plateaux qui, eux, normalement, n'ont rien et ils vous les remettent sur un disque sain avec l'électronique, etc., tout qui marche bien.
Donc ça, c'est un service que Seagate offre et qui coûte une blinde si vous devez le faire sur des disques où vous n'avez pas le service. Normalement, je ne devrais pas en avoir besoin parce que là, justement, l'intérêt d'avoir un NAS, de pouvoir se permettre d'avoir une panne d'un disque dur. Et dans ce cas-là, il y a les autres qui prennent le relais. Et lorsque je remets un disque vierge, la donnée est reconstruite. D'ailleurs, on va tout de suite aller configurer tout ça. Le NAS vit ses premières minutes. Tous les disques ont été installés, il a été démarré. Je me suis directement connecté sur le NAS avec son adresse IP simplement dans mon navigateur. J'ai juste eu besoin de le nommer et de mettre un compte pour moi m'y connecter. Maintenant que ces étapes sont terminées, il ne reste plus qu'à configurer le stockage. En arrière-plan, ce qu'on peut voir, c'est l'interface du NAS. Ça se présente comme un système d'exploitation classique avec des icônes. Et en premier lieu, là, je dois configurer le stockage. Donc je fais suivant. On me dit de créer des pools de stockage, puis un volume, et ça sera terminé. Je clique sur créer. Mes 4 disques Seagate sont bien détectés. Donc là, je peux les sélectionner. Disque 1, disque 2, disque 3, disque 4. En fonction de la sélection, on me propose des configurations différentes. Donc là, on me propose du JBOD. JBOD, ça va être simple, il n'y a pas de redondance, il n'y aura pas de sauvegarde des disques. Si j'en ai un qui casse, tout le volume casse. On ne va pas choisir ça. Et enfin, différents niveaux de RAID. RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10. Le RAID 6, je vais l'exclure, même si c'est un des RAID qui permet le plus haut niveau de tolérance, donc de perdre 2 disques, parce que tout simplement, les performances sur 4 disques ne seront pas au rendez-vous. Il y a le RAID 5 qui est mis en recommandé, c'est celui qui m'offre une des meilleures volumétries par rapport à mes 4 disques. Donc, on me propose 10 Tera8 sur la totale de 14 Tera5. Avec le RAID 5, je vais avoir le droit de perdre un disque sur les 4. C'est comme si que lorsque je déposais mon fichier sur le NAS, il est découpé en 4 parties. Chaque disque reçoit une partie. Et en plus de ça, il y a une autre partie qui, elle, est également partagée en 4. Cette partie-là magique, qu'on va appeler la parité. Si j'ai un disque qui tombe en panne, les 3 disques sont capables de reconstituer la partie du disque en panne grâce à la parité. Donc en RAID 5, si j'ai un disque qui lâche, je vais pouvoir en remettre un vierge, neuf, reconstruire à l'identique de celui qui est tombé en panne grâce justement à la parité. Mais c'est pas ce que je vais choisir. Je vais pas prendre la recommandation RAID 5 parce que dans le passé, moi le RAID 5, j'ai eu des sales tours. Je vous explique. Je suis informaticien, des disques, j'en ai manipulé pas mal et dans le passé, j'ai eu affaire à de la perte de données suite à l'utilisation de RAID 5. Demain, si j'ai un disque qui tombe en panne, c'est pas grave, là je vais avoir confiance, je vais remettre un disque neuf, ça va faire travailler 3 autres disques et mon disque neuf va être à l'identique du disque que j'ai perdu. Mais en général, les disques, ils tombent en panne à un certain taux de vieillissement. Et là, j'ai mis dans ce NAS 4 disques identiques de la même série, achetés en même temps, de la même marque. Ce qui fait que si j'ai un disque qui tombe en panne, j'ai de bonnes chances qu'en réalité, il tombe en panne dans 5, 6, 7 ans. Tout simplement parce que le disque, d'ici 7 ans, il aura 365 fois 24 fois 7, 61 000 heures. Ce qui est pas mal pour un disque dur. Et les 4 seront dans le même état, 61 000 heures. Le jour où le premier tombe en panne, je le remplace, j'en mets un neuf. Les 3 autres, ils doivent travailler comme des malades pour reconstituer le disque perdu. Et au moment où les 3 vont commencer à travailler comme des dingues, il est possible qu'il y en ait un autre des 3 qui lâche. Et dans ce cas-là, j'aurais perdu toute ma donnée. Donc c'est pour ça que de mon côté, je vais partir vers du RAID 10. Et le RAID 10, en réalité, ce n'est ni plus ni moins qu'un RAID 1. Un RAID 1 sur 2 disques, un RAID 1 sur une autre paire de 2 disques. Finalement, j'aurai 2 RAID 1. Ce qui fait que si j'ai un disque qui tombe en panne, il n'y aura pas de calcul de parité parce que les disques ils vont être copiés à l'identique entre eux. Donc je vais avoir ces 2-là copiés à l'identique entre eux, ces 2-là copiés à l'identique entre eux. Donc ça ira beaucoup plus vite pour moi reconstruire la donnée et récupérer ma data. Et en plus, je vais avoir le droit de perdre 2 disques. Enfin, il ne faudrait pas que ce soit les 2 qui travaillent ensemble qui soient perdus. Mais je peux perdre jusqu'à 2 disques en RAID 10. Par contre, bien sûr, en RAID 10, je vais avoir un petit peu moins de volumétrie, mais 7 Tera 2, ça me va très bien. Et j'aurai aussi une meilleure performance en écriture. Donc, c'est gagnant-gagnant pour un petit peu moins de volumétrie. Le volume que je crée, on me demande si je veux du BTRFS ou de l'EXT4. Alors ça, c'est les systèmes de fichiers. EXT4, il va avoir de bonnes performances, mais il est doté de moins de fonctionnalités que BTRFS, qui est un système de fichiers beaucoup plus récent. Donc avec du BTRFS, par exemple, je pourrais faire des snapshots, etc. Enfin, il y a plus de fonctionnalités sur BTRFS
qui se rapproche au NAS que EXT4. La première étape est terminée, mon volume est créé. Une fonctionnalité dont moi j'ai vraiment besoin, c'est hop, j'ai fini de filmer, je prends ma carte SD, mon disque dur, enfin peu importe le format, j'ai tous les emplacements devant, je mets ma carte SD directement dans le NAS, je vais dans le gestionnaire de fichiers, ma carte apparaît dans périphérique externe, stockage externe numéro 1, c'est ma carte A03, et là je peux aller prendre mes rushs, tac, je les sélectionne, et là je peux en faire une copie directement sur le NAS. Hop, je confirme. La copie est lancée, je peux voir son avancement dans le gestionnaire de tâches. Alors là, les débits ne sont pas extraordinaires parce que le volume est en train de s'initialiser. C'est une chose qui n'arrive qu'une seule fois. Cette avancée d'ailleurs de synchronisation du RAID, si je vais dans stockage, que je choisis encore une fois stockage, je l'ai là, je suis à 55%. Il me reste 6 heures pour que le RAID soit construit. C'est une initialisation, c'est parce que c'est la première utilisation. Je pensais que j'allais un petit peu galérer pour installer les applications, Docker, etc. Je découvre, hein. Et bonne surprise, dans le centre d'application, il y a Docker. Donc j'ai juste à cliquer sur installer. Et je fais pareil pour Home Assistant. Il y a aussi Home Assistant. Il est installable en un clic. C'est vraiment simple. Il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, donc vous avez tout un tas de logiciels préinstallés ou que vous pouvez installer. Parmi ces logiciels, je vois qu'il y a une appli qui s'appelle Machine Virtuelle. Donc vous aurez la possibilité d'installer un OS complet qui tourne en tant que VM. Si jamais vous n'arrivez pas à faire tourner telle ou telle appli, à l'installer en natif sur le NAS, vous pouvez même installer carrément un système d'exploitation. Donc faire tourner des machines virtuelles. Donc importer une machine virtuelle. Alors, on va même prendre des fichiers communs comme des VMDK, donc propriété VMware, hein, des IMG, VDI, enfin, ou importer un OVA. Donc un OVA, c'est une machine virtuelle préconfigurée. Si vous pensez faire ce genre de choses, optez pour la version plus. Sinon, la version standard, elle ira très bien aussi, hein. C'est uniquement là, la version plus, je dirais, si vous allez faire tourner pas mal d'images Docker, pas mal de logiciels, et puis le transcodage vidéo, et aussi la virtualisation complète de systèmes d'exploitation. Alors le temps que je discute, Docker s'est installé, Home Assistant aussi. Home Assistant, je clique, c'est prêt à être utilisé. J'ai plus qu'à... Enfin, l'installation est faite. Vraiment, ça s'est fait en 2 clics, il n'y a besoin d'aucune connaissance. Du côté de Docker, j'ai des dépôts d'images directement. Donc, admettons, si je veux installer, moi, TeslaMate, je sais pas, je recherche directement TeslaMate. Je tombe sur le bon dépôt. Je télécharge. Version. Je vais dire de mettre la dernière version. Confirmer. Il me télécharge l'image. Et ça va se mettre dans image locale. Et ensuite, je suppose que je vais pouvoir directement l'installer. Alors en off, j'ai essayé de faire la même chose avec Imish, qui est une application, une galerie photo, pour gérer ses photos et synchroniser ses photos de son téléphone. J'ai essayé de la même façon, ça n'a pas fonctionné. J'avais une erreur de base de données. J'ai tout simplement été télécharger le vrai dépôt, le fichier de configuration que j'ai importé. Et là, ça a très bien fonctionné. Donc il y a 2 méthodes, hein. Soit on va directement dans le catalogue en ligne, soit on utilise un fichier de configuration YML. Enfin là, c'est bon, avec le YML, ça passe. Mais entre-temps, je me pose des questions parce que j'ai été regarder rapidement l'application par défaut photo. Et elle n'est pas si mal que ça. Bon, déjà, il y a l'application dans l'interface du NAS, nativement, donc j'ai pas besoin de la maintenir. Elle va se mettre à jour automatiquement en même temps que le NAS, hein, lorsqu'il y aura des mises à jour. Et l'application sur le téléphone, elle est pas mal non plus. Je vous montre ça parce qu'effectivement, le but, hein, c'est de remplacer mon Google Photos. En fait, c'est une application qui comporte plusieurs applications, l'application Ugreen. Et dans cette application-là, j'ai l'application photo. Ça enregistre toutes les photos que je prends avec mon téléphone, automatiquement. Je clique sur information, je vois où la photo a été prise, avec quel appareil, etc. Donc moi, ça, je voulais une map, hein, je voulais conserver l'aspect cartographie, map, pour savoir où la photo a été prise. Alors, je peux choisir les albums à sauvegarder. J'ai de l'IA aussi, hein, pour rechercher des photos en double qui prennent de la place inutilement. Je peux créer des liens de partage avec des amis. Et puis, il y a aussi une couche IA. Donc, la couche IA,
je peux soit entraîner mon propre modèle ou importer un modèle prédéfini. Et là, dans les modèles prédéfinis, j'ai juste à aller les activer. Donc, je peux faire de la reconnaissance de visage. Comme ça, je pourrais chercher toutes les photos de Xavier et j'aurai toutes les photos qui comportent ma tête. Mais j'ai aussi ça sur du texte, sur les textes des images en fait. Donc là, j'active le modèle pour reconnaître le texte dans les images. Ça peut être pratique aussi. Surtout si j'ai pris en photo un document ou autre. Dans la recherche, trouver ce document-là plus facilement. Reconnaissance de scènes et d'objets. Pareil, si je cherche une photo où il y a un robot tondeuse, il pourra me trouver le photo avec le robot tondeuse puisqu'il aura la reconnaissance d'objets. En fait, tout ça, ça va être des systèmes d'IA qui vont vous permettre de retrouver facilement vos photos et de pas galérer à retrouver, vous êtes entre amis ou ce genre de choses. Ah tiens, t'as vu, machin, enfin. Et même, si vous êtes entre amis, il y a aussi une identification automatique des contenus sensibles. Si vous avez un petit peu de trucs sexy, vous n'avez pas besoin de montrer ou ce genre de choses, vous allez pouvoir flouter ce que vous avez peut-être oublié d'intime quelques jours avant si on scrolle un petit peu trop loin. Tout ça pour dire que finalement, moi j'étais parti pour installer un autre système de photos Imish, une autre galerie photo qui est Imish très similaire à Google Photos, parce que le but c'est quand même que je gagne de l'argent tous les mois en arrêtant mon abonnement Google Photos. Au final, j'ai installé Imish, mais je ne sais pas si je vais l'utiliser, parce que l'application native, là, elle a l'air d'être très bien. L'avantage de garder l'application native, c'est que j'aurais pas besoin de gérer Imish, parce que de l'autre côté, Imish, si je commence à l'installer sur le téléphone de ma femme, etc., je vais devoir le mettre à jour régulièrement, vérifier qu'il fonctionne bien, j'aurai pas de support avec, alors que là, l'application photo, elle va vivre sa vie avec le NAS. Lorsque j'applique une mise à jour sur le NAS, l'application photo sera à jour, alors que Imish, je vais devoir gérer les mises à jour, etc., c'est le problème des logiciels libres et gratos, c'est que derrière, il n'y a pas de support, il n'y a pas de suivi, et bon, il y a du bon et du mauvais, mais là, moi, je suis dans un mode où je veux vraiment pas m'embêter. Donc, je pense que je vais utiliser l'application directe qui est fournie par Ugreen. Alors, je vais être honnête et franc avec vous. En fin d'année, moi, j'ai Google qui m'envoie une alerte. Il me demande soit de réduire ma volumétrie, soit de passer au forfait supérieur. Du coup, je me réintéresse au NAS. Dans ma tête, ça coûtait beaucoup plus cher un NAS. Donc, j'étais parti sur un plus petit modèle, moins onéreux, uniquement avec deux emplacements disques. Mais 2 emplacements disques, il fallait du coup que j'achète 2 disques de 8 Tera. Ce qui fait que les disques, au final, étaient quand même vachement plus chers. Et acheter 4 disques de 4 Tera, c'était pas plus cher que d'acheter 2 disques de 8 Tera. Donc mon choix, c'était de toute façon Ugreen, meilleur rapport qualité-prix. Puis je me suis dit, allez Xavier, t'es youtubeur, tu fais des vidéos sur YouTube, envoie un mail à Ugreen, on verra bien s'ils veulent bien te filer un NAS en échange d'une vidéo. Donc là, en fait, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire une vidéo pour pas payer mon NAS. Mais de toute façon, vous me connaissez, je présente dans mes vidéos uniquement les produits que j'aurais moi-même achetés. Donc celui-ci, j'étais à 2 doigts de l'acheter et mon choix s'était porté effectivement sur Ugreen. Alors oui, c'est une vidéo sponsorisée dans le sens où j'ai pas payé ce NAS. Mais ça ne change rien à mon discours puisque je fais une vidéo et Ugreen ne vont pas aller la regarder avant. Et je ne suis pas payé non plus pour faire la vidéo en dehors du fait que j'ai eu le NAS qui m'a été fourni pour la réalisation de la vidéo. Voilà, je pense qu'on a fait déjà un bon petit tour. Si vous avez des questions sur le NAS, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai là pour y répondre. Le calcul de rentabilité, ça, c'est à vous de voir aussi quel abonnement aujourd'hui vous avez à la maison. Si vous serez gagnant à passer sur un NAS ou de rester dans le cloud. Et puis petit à petit, en fait, on a des téléphones de plus en plus puissants. La qualité d'image est de mieux en mieux. Les photos qu'on prend prennent de plus en plus de place. Alors j'aurais pu choisir aussi de dégrader la qualité de mes photos pour prendre moins de place. Mais c'est un petit peu dommage d'avoir des bons optiques sur nos appareils et puis au final devoir dégrader la qualité pour la sauvegarde. Parce qu'on sait tous très bien qu'à un moment donné, le téléphone, on va le changer et les photos haute qualité qui sont stockées dedans, on va plus les avoir. Donc la seule façon de les garder de la même qualité, c'est d'avoir un abonnement qui permet de stocker beaucoup de choses. Donc moi, en faisant le calcul, un petit peu plus de 300 € par an, je serai gagnant. Mais vous, en commentaire, dites-moi combien vous payez par an en service cloud. Vous allez voir, ça peut vite monter. Et puis, disons aussi que les GAFAM, ils ne se gênent pas pour augmenter leurs tarifs petit à petit. L'air de rien, il a bien voulu payer à un moment 1,99 € par mois. Maintenant, on va lui en demander 3, puis 4, puis 5. Et puis là, moi, j'arrive à 10 avec Google. Bien sûr, si j'accepte de passer au forfait supérieur, il m'offre 3 mois.
Mais bon, une fois que j'aurai pris les 3 mois et que j'aurai la donnée stockée et que j'aurai dépassé la volumétrie pour prendre le forfait inférieur, c'est foutu, je suis niqué. Donc, merci à Ugreen de m'avoir envoyé ce NAS et merci à vous de m'avoir regardé. En commentaire et aussi dans le QR code, là, tous les liens pour avoir le prix actuel. Je vous mettrai aussi des liens vers les disques, alors ce sont des liens affiliés. Ça veut dire que si vous les utilisez de votre côté, ça ne vous coûte pas plus cher, mais de mon côté, j'ai une petite rétribution. Peut-être, enfin je ne sais pas encore s'il y a de l'affiliation, en tout cas sur Amazon, il y a de l'affiliation. Allez, ciao et à bientôt!